On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de sclérose en plaques avec une Johannaise, Isabelle Tremblay, qui a eu un diagnostic en 2008, mais a participé à un essai clinique et depuis, elle n'a pas eu de poussée. Elle va nous expliquer un peu comment elle a vécu ça au cours des dernières années. Mais d'abord, parlons des moyens de pression dans le domaine de la santé, ici même, sur le territoire au Richelieu-Rouville. Depuis quelques jours, il y a des moyens de pression un peu partout au Québec dans différentes sphères d'activité, soit les fonctionnaires, il y en a dans le monde de l'éducation, il y en a dans le monde de la santé aussi. C'est l'état des négociations aussi qui traduit cette situation avec le gouvernement, avec le ministre Martin Coiteux, que vous allez probablement voir et entendre dans le cadre de plusieurs entrevues au cours des prochaines semaines. Ici, dans la région, comment ça se passe au niveau de la santé? On en discute avec la présidente du syndicat des professionnels de la santé au Richelieu-Rouville de la FIC, Sylvie Jovin. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Donc, évidemment, et ce n'est pas la première fois que vous manifestez, parce que vous l'avez fait de façon sporadique aussi dans les derniers mois. Là. Oui, depuis le début de l'été, comme vous dites, de façon sporadique, on manifestait en avant de l'hôpital pour faire accélérer les négociations, puis en même temps démontrer notre support, notre appui au Comité négo national de la FIC. Bon. En quoi les moyens de pression sont-ils différents maintenant de ceux que vous avez exercés durant l'été, là, sur l'heure du midi, là, de façon occasionnelle? C'est quoi? On accentue les moyens de pression? Depuis le début, le 1 et le 2 octobre, nous sommes allés en Conseil fédéral, toute la délégation de la FIC, et on a voté sur un plan de mobilisation pour accentuer les moyens de pression face au gouvernement. Parce que vous comprendrez que le 23 septembre, on s'est retiré des tables de négociation. Suite au dépôt patronal qu'il y avait eu, pour nous, c'était non recevable ce qu'ils nous avaient présenté. Donc, en Conseil fédéral, le 1er et 2 octobre, on a voté notre plan de mobilisation. Donc, vous vous êtes retiré de la table de négociation. Oui. Vous avez voté un plan de mobilisation. Oui. Ça, c'est au début octobre. Oui. Maintenant, ça se décline de quelle façon dans les régions comme la nôtre ici? Ce qu'il faut mentionner, par contre, c'est que le 1er et 2 octobre, on a voté notre plan de mobilisation nationale. Par contre, cette même journée du 2 octobre, suite à la manifestation qu'il y avait eu à Québec, le gouvernement a déposé une petite ouverture au niveau de la négociation, chose que pour nous, en Conseil fédéral, on a décidé de prendre cette ouverture-là pour continuer les négociations. Quand on parle de plan de mobilisation, c'est des manifestations à toutes les semaines. Pour le C3S, ce qu'on a convenu avec l'équipe locale, c'est qu'à tous les mercredis, nous autres, on va se retrouver face à un établissement qui était desservi par le C3S. Par contre, pour demain, le 28 octobre, considérant le fait que le Front commun est en grève, oui. Nous, on va leur laisser la place pour aller manifester en avant de l'hôpital. Au niveau des mobilisations, les manifestations, on le port du jeans ou du pyjama. Oui, donc, pour le pantalon. Pour le pantalon, pour démontrer à la population qui nous sommes et que nous sommes encore solidaires face au comité négo. Vous allez voir de plus en plus, il va y avoir des moyens de s'identifier comme professionnel en soins. Donc le port du pantalon de pyjama ou de jeans, oui. Bon là, vous portez évidemment le sarrau. Le sarrau. Donc là, on est dans des moyens de pression de visibilité, oui. Soit par les vêtements ou soit par des manifestations devant les établissements. Mais jusqu'à présent, les clients, les bénéficiaires, les usagers du réseau de la santé ne ressentent pas de différence au niveau des soins, là. Non, et c'est notre objectif par rapport à tout ce qui est démonstration de manifestation, c'est de ne pas toucher au service à la clientèle. Par contre, il y a quelque chose qui se passe aussi au niveau de notre plan de mobilisation, c'est l'arrêt des statistiques. Les statistiques, c'est tout ce qui amène d'une certaine façon une subvention à l'établissement pour pouvoir continuer à avoir un budget. Et je vous donne l'exemple, juste au maintien à domicile, il y a des secteurs où est-ce que juste de faire l'arrêt de statistiques donne 1 heure soin par jour de plus aux patients. Donc, oui. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, on va continuer à donner des soins, mais tout ce qui est du côté administratif, laissons les gestionnaires l'administrer. Bon. Est-ce que, ici, localement, ou même au niveau national, est-ce que vous en êtes déjà rendu aussi à l'étape de prendre des votes et votes de grève le cas échéant? Est-ce que vous êtes rendu à cette étape-là? Le 20 octobre dernier, on a demandé au niveau national, chaque établissement avait à faire un vote référendaire sur 3 jours de grève non consécutifs. C'est-à-dire que
chaque établissement va attendre le mot d'ordre Ouais. du comité négo FIC national pour dire que, je vous donne l'exemple, advenant la situation, le 1er novembre, la Montérégie est en grève. La Montérégie va être en grève le 1er novembre. Par contre, Montréal ou la région de Québec, ça se peut que ça soit rendu au 8 ou 9 novembre. Bon, et ici, localement, on a voté en faveur? Oui, à 69 Donc, 69 de vos membres ont dit oui, Oui. pour ces 3 journées de grève non consécutives Oui. qui pourraient s'exercer au cours des prochaines semaines? Nous, ça fait partie du plan de mobilisation d'avoir ces 3 journées de grève-là non consécutives, mais tout dépendant comment la négociation va aller. Si le comité de négo juge qu'on a besoin d'une journée, ils vont nous aviser et on va la prendre cette journée. Mais une journée de grève dans le réseau de la santé, mis à part le fait que vous devez respecter évidemment les services essentiels, dans la vraie vie, il se passe quoi une journée de grève dans le monde de la santé? Mais comme vous dites, la grève par rapport dans le milieu de la santé, il faut que ça soit assuré par les services essentiels. C'est sûr que les services essentiels, quand on parle de services essentiels à l'hôpital, ne sont pas les mêmes que les services essentiels en CLSC. Surtout à l'hôpital aussi, je vous parle au niveau de l'urgence, des soins intensifs. On ne peut pas diminuer les services dans ces secteurs-là. Mais par contre, il y a d'autres services en CLSC où est-ce qu'au niveau des services essentiels, ils nous permettent de baisser le pourcentage de services. C'est sûr que l'argumentaire de la direction, pour eux autres, il ne faut pas les baisser. Par contre, quand on regarde dans les périodes d'été, il y a des vacances qui ne sont pas remplacées. Donc, possiblement, quand on regarde ça, avec les vacances non remplacées, les services essentiels vont être équivalents à cette période-là. Bon. Quelles sont les principales revendications des professionnels de la FIC? Ce que je vous dirais, une des principales, c'est les ratios. Plus ça va, plus les professionnels en soins ont une surcharge, ont un nombre de patients à s'occuper. L'autre, il y a les primes aussi, pour les désavantages des soirs, des nuits, des fins de semaine. Et l'autre demande aussi, c'est des postes à temps complet. On est dans un secteur où est-ce qu'on parle de pénurie, on parle de temps supplémentaire, on parle de main-d'œuvre indépendante, et on a encore des gens qui sont engagés sur des statuts de temps partiel à 4-5 jours par semaine. Par 2 semaines, excusez. Bon. Je constate que dans les 3 demandes que vous venez de faire ici, il n'y a pas de salaire là-dedans. Pour l'instant, le salaire va être discuté avec la FAE parce qu'on est en front commun avec la FAE, tout ce qui est salaire. Mais nous, actuellement, on est concentré sur le sectoriel, c'est-à-dire ce qui appartient à la FIC. Et la semaine dernière, on était en conseil fédéral. Puis je vous dirais qu'il y a une comédienne qui, sa fille, son nom, c'est Mme Gagné, qui joue dans différents téléromans. Son nom, il m'échappe. Mais sa fille est en 2e année de soins infirmiers. Puis elle la regardait aller, puis avec tous les commentaires qu'il y a actuellement, elle se demandait, voir, ça ne devait pas avoir une franche discussion avec elle pour savoir si c'est réellement dans cette ligne-là qu'elle voulait s'en aller. Donc, ce qu'il faut faire aussi, c'est protéger celle qui s'en vient, la relève dans ce domaine-là. Vous craignez que la profession soit moins attrayante puis qu'on ait des problèmes de recrutement ou même de rétention dans les prochaines années? Elle l'est actuellement, là. Elle l'est actuellement. Parce que, je veux dire, les jeunes qui rentrent dans ce milieu-là, dans le milieu de la santé, il faut que réellement, moi, je disais, faut avoir une passion pour la santé. Parce que si tu y vas en ayant des doutes, tu ne restes pas dans le milieu. Il faut que tu aies la passion encore de la santé. Bon. Sentez-vous quand même une certaine solidarité? Parce qu'on le sait, les dernières grèves ont fait mal. Il y a eu aussi dans le passé des lois spéciales. Puis malheureusement, quand on constate l'argent perdu en salaire versus l'argent gagné au terme de la négociation ou de l'imposition de la loi spéciale, il n'y a pas de gain réel des fois qui sont toujours faits. Donc ça laisse parfois un goût amer, peut-être pour les plus vieilles qui ont vécu ces périodes-là, de grève générale illimitée, moyennant une loi spéciale. Là. C'est le sujet qui nous revient le plus souvent, surtout au moment où est-ce qu'on a fait voter les 3 jours de grève non consécutifs, pour ceux qui ont connu les grèves antérieures. Mais par contre, il y avait de l'illégalité qui se faisait dans ces grèves-là, contrairement à celles que, si jamais on y là, va... vous êtes dans un contexte de grève légale, c'est ça? Légale. Et en plus, au niveau de la FIC, ce qu'on a voté, c'est un pacte de solidarité. Dans le sens que si, admettons, à Saint-Jean, comme j'ai dit tantôt, on sortait une journée X,
puis que 3-4 jours plus tard, tout est réglé au niveau provincial, mais il va y avoir un pacte de solidarité à travers les 66 000 membres de la FIC. Là, avez-vous un fonds de grève? Il n'y a pas de fonds de grève à la FIC. On a voté dans les début des années 2000 pour ne pas avoir de fonds de grève. Par contre, on a un autre fonds qui sert à de la mobilisation. OK. Parce que ça aussi, ça fait partie du contexte dans lequel vous devez opérer. Parce que de l'autre côté, qu'est-ce que le gouvernement vous demande? Le gouvernement, dans le fond, là, il vous serre la vis de quel côté? Qu'est-ce qu'il veut, le gouvernement? Le gouvernement, c'est parce que dans le contexte de négo actuel, c'est qu'il revient sur ce qu'on a acquis en 2011. Il voulait revenir. Donc, au niveau des discussions, ce qui se passe, c'est juste d'être capable de récupérer les acquis qu'on a eus à la dernière convention collective pour pouvoir continuer. C'est ça qui se passe actuellement. Là. Pourtant, on a l'impression actuellement que le gouvernement, de par le capital de sympathie que les infirmières ont dans la société, que le gouvernement serait probablement tenté de vous régler en premier. Mais mais actuellement, la FIC fait toujours partie du Front commun aussi. On ne fait pas partie du Front commun. Bien, du Front commun au niveau salarial. Non. Même pas? Non. Même pas? Non. On est avec la FAE, la Fédération autonome de l'enseignement. Le Front commun, c'est ceux qui vont sortir demain. Les enseignants, les autres travailleurs de la santé. Mais nous, on ne fait pas partie du Front commun. Vous ne faites pas partie du Front commun? Non, c'est une décision qu'on a prise en Conseil fédéral de ne pas faire partie du Front commun. Pourquoi? Ça a été des décisions politiques, je vous dirais, au niveau de la place que nous, on avait au Front commun. Et ce que nous, on a décidé, c'est de faire bataille seule, mais avec la FAE. Avec la FAE qui Fédération autonome de l'enseignement. De l'enseignement. Oui. Bon, donc ça, c'est un petit Front commun. Un petit. Avec les enseignants. Un petit, oui. C'est ça. Oui, oui. Là, il va se passer quoi dans les prochains jours? Dans les prochains jours, je vous dirais que vendredi, la Montérégie se déplace pour aller faire une manifestation. Vendredi, le 30 octobre, la Montérégie se déplace pour aller faire une manifestation au bureau du ministre Barrette. Considérant ce qui se passe avec la négociation, nos membres sont motivés pour venir avec nous, surtout une journée de semaine, aller se déplacer à Brassard. Donc, ils s'en viennent avec nous. Sylvie Jovin, merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Reste avec nous. On reste dans le domaine de la santé. On vous parle de sclérose en plaques. Parlons de la sclérose en plaques et parlons de la sclérose en plaques avec quelqu'un, évidemment, qui a eu un diagnostic en 2008, qui est de Saint-Jean-sur-Richelieu, Isabelle Tremblay. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Le premier commentaire que j'ai envie de vous faire, c'est que je vous regarde, là, vous êtes arrivé ici sur vos deux pattes, vous êtes assise dans le fauteuil. Quelqu'un qui ne le sait pas, ne sait pas que vous avez la sclérose en plaques. Pourquoi? Effectivement. Effectivement, j'en parle pas beaucoup non plus, puis les gens ne le savent pas. Moi, j'ai eu un diagnostic en 2008, donc ça s'est déclaré vraiment soudainement une grosse douleur, vive douleur. Et ça paraît pas parce que depuis, j'ai eu un traitement, c'est la raison pour laquelle on se voit aujourd'hui, qui s'appelle l'Emtrada. Puis, en fait, depuis ce traitement-là, je n'ai pas eu d'autres poussées. Et le dernier traitement que j'ai reçu est en 2010, donc ça fait 5 ans depuis le dernier traitement et j'ai toujours rien. Donc, la vie continue. J'ai des petits symptômes qui ne sont pas visibles, que moi, je sais comme un engourdissement à la main. Mais pour le reste, c'est pas du tout visible. Bon, comment ça se manifeste dans
les premiers jours, les premières semaines, là, jusqu'au moment où on consulte et on obtient un diagnostic. Dans votre cas à vous, quelle a été la séquence des événements? C'était pas évident parce que, bon, comme je travaillais dans ma plate-bande, je pensais que c'était musculaire. Ça l'arrive. Des fois, on fait des mouvements brusques. C'était une douleur vive. Je suis même allée à l'urgence, mais comme on sait, à l'urgence, des fois, ça peut être très long. Donc, je préférais retourner à la maison. Je suis allée voir un premier médecin qui m'a prescrit des anti-inflammatoires parce qu'évidemment, ça avait l'air d'être musculaire. J'ai une amie qui est massothérapeute, physiothérapeute, qui, elle, à force de traitement, et c'était à peine en m'effleurant que je sentais vraiment de la douleur, elle m'a dit « Isabelle, tu devrais aller voir pour peut-être faire une résonance parce que c'est pas normal comme type de douleur. » Donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée à une clinique sans rendez-vous et j'ai demandé, j'ai dit « J'aimerais aller faire une résonance magnétique. » Et le médecin, un peu surpris de dire « Ben voyons, c'est toujours bien pas la sclérose en plaques. » J'ai dit « Savez-vous quoi? » J'ai dit « On va aller vérifier. » Donc, et finalement, ça s'est avéré que c'était la sclérose en plaques. Vous avez eu votre diagnostic dans un délai de combien de temps entre l'apparition des symptômes et la rencontre? Je dirais à l'intérieur d'un mois. Parce qu'au début, on a l'impression que c'est musculaire, puis on va dire que ça va passer, mais ça ne passait pas. Vous aviez quel âge à l'époque? À ce moment-là, j'avais 33 ans. Je venais d'accoucher, ça faisait pas très longtemps, de mon deuxième enfant. Mon garçon avait 8 mois à ce moment-là. Bon. Quand on est assis dans le bureau du médecin avec le neurologue et la résonance magnétique à l'appui, et qu'à l'âge de 33 ans, jeune mère de famille, on vous apprend que vous avez la sclérose en plaques, c'est quoi la première réaction? Bien, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui nous passent en tête. Hein? On se dit, bon, bien, mes enfants, c'est la première chose qu'on se dit, est-ce que je vais être là pour eux? On le sait que c'est une maladie qui est dégénérative, donc tout de suite, on s'imagine en chaise roulante, on imagine toujours le pire, je vais perdre la vision. Mais je vous dirais que je suis une personne qui est assez positive de nature. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bien, on va prendre un jour à la fois, puis on va voir où ça va nous mener, tout ça. Donc, je gardais quand même une attitude assez positive, mais évidemment, tout s'écroule autour de nous parce qu'on s'imagine au tout début vraiment le pire. Bon, en même temps, la sclérose en plaques, il y a différentes sortes de sclérose en plaques, il y a différents traitements aussi. Oui. Donc, dans la famille des scléroses en plaques, là, comme on dit, vous, quand vous avez pigé dans le sac, là, vous êtes tombé sur quel type de sclérose en plaques? C'est intermittent avec des rémissions. Donc, c'est une crise suivie d'une rémission, éventuellement une seconde crise, et ça va comme ça au courant des années. Moi, j'ai été chanceuse parce que j'en ai eu qu'une seule, et j'ai été chanceuse également parce que le diagnostic est arrivé assez rapidement et le traitement est assez rapide également. Parce que généralement, le type de sclérose en plaques que vous avez par intermittence, en moyenne, les poussées arrivent après quoi? 5 ans, 7 ans, 10 ans? Quels sont les cycles de poussées là, en moyenne? Là? Je dirais que c'est différent d'une personne à l'autre. Donc, je ne suis pas sûre qu'il y a vraiment une moyenne qui pourrait être applicable parce qu'il y a des gens qui vont en avoir régulièrement. Chez d'autres, il peut y avoir un temps de 5 ans, de 10 ans. Et donc, c'est une maladie qui est assez insidieuse. Elle est variable d'un individu à l'autre. Donc, dans mon cas, j'en ai pas eu d'autres. Une autre personne, ça serait peut-être différent. Bon. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on vous a offert comme traitement? En 2008, quand vous avez eu votre diagnostic, vous aviez 33 ans, vous avez eu une première poussée, donc des douleurs, engourdissement au niveau du bras et tout ça. Et là, dans le fond, qu'est-ce que la médecine a à vous offrir à ce moment-là? Il n'y avait pas beaucoup de choses. Il y avait ce qu'on appelle les interférons. Oui. Donc, c'est par injection, principalement. Ce que ça voulait dire, c'était des seringues à la maison. Ça voulait dire de s'injecter régulièrement, puis aussi d'avoir des effets secondaires qu'ils appellent pseudo-grippaux. Donc, on a mal aux muscles, on ne se sent pas bien. Je m'imaginais mal avoir ce type de traitement-là. Donc, c'est pour ça que quand mon médecin m'a dit qu'il y avait peut-être une alternative de participer à une étude et que ça serait, dans le fond, un traitement qui pouvait être différent que des injections, à ce moment-là, j'ai préféré attendre et plutôt ne pas aller avec ces traitements-là. Bon. Et à quel moment avez-vous tenté donc l'essai clinique? Je vous dirais qu'à l'intérieur d'une année, j'ai pu rentrer dans l'étude. Donc, j'ai eu mon diagnostic au mois de mars, avril, et c'est le mois de février suivant où j'étais admise à l'étude. Donc, j'ai été très chanceuse d'avoir eu mon diagnostic et à l'intérieur de la même année, de pouvoir participer à cette étude-là. Bon, et quand on fait partie d'un essai clinique, ça consiste en quoi? En fait, là, ce qu'on me disait, c'est que là, c'était une étude avec le Lemtrada
versus le Rebif, qui était une médication par injection. Donc, pour moi, je voulais me traiter. Je ne voulais pas faire une étude placebo de dire oui, je ne me traite pas, parce que pour moi, c'est important. J'ai des enfants, il faut que je prenne soin de moi. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des effets secondaires, parce que le médicament Lemtrada était moins connu à ce moment-là, beaucoup d'effets secondaires. On nous explique tout ça. Et là, j'avais un choix. Est-ce que je participe à l'étude ou non? Et c'était à l'aveugle. Donc, j'avais un numéro de patient, on appelait, et mon numéro, mais ça s'est avéré qu'il est tombé du côté Lemtrada. Vous auriez dû voir les infirmières, ça sautait de joie, je sautais de joie. On s'est dit, c'est beau, on part pour l'aventure. C'était quoi la différence avec l'autre médicament, le Rebif, là, vous dites? Le Rebif, c'était des injections. Le Lemtrada, c'est des intraveineux. Et ça, c'est 5 jours consécutifs la première année. Rien d'autre pour le restant de l'année. 5 jours consécutifs? Oui, donc de 8 heures le matin à 4 heures. Donc, c'est une journée complète. Pendant 5 journées complètes. Et après? Et l'année suivante, 3 jours. Même chose. Donc, une journée consécutive de 8 heures le matin à 4 heures. Et ensuite? Rien. Et ça, c'est des traitements donc, que vous avez eus en 2009-2010. Exact. On est en 2015, 5 ans plus tard. Exact. Et donc, je suis dans ma deuxième prolongation d'études. Je n'ai pas eu de poussée. Il n'y a rien qui indique qu'on devrait me donner d'autres médicaments. On laisse aller les choses. On fait un suivi annuel. Puis même quand on fait partie de l'étude, c'est très rigoureux comme étude. C'est à tous les mois qu'on va rencontrer son infirmière, des prises de sang, toute une batterie de tests. Depuis les 5 dernières années, vous, à tous les mois? À tous les mois. Et là, et là, ça fait 6 mois. Là, je tombe aux 6 mois, mais c'était à tous les mois précédemment. Est-ce qu'éventuellement, vous serez dans l'obligation d'avoir d'autres traitements? Est-ce qu'il y a une continuité à ça? Qu'est-ce que prévoit l'étude? Ça dépend. L'étude, pour l'instant, là, je pourrais sortir à n'importe quel moment. On laisse aller les choses. Je vais avoir une résonance magnétique annuelle et on va voir s'il y a une évolution. Donc, est-ce qu'il y a plus de lésions ou ça demeure stable? Si ça demeure stable, il n'y a pas de raison de m'administrer d'autres médicaments. Puis, je vous dirais, je suis la première au Québec qui sort de l'étude et qui est rendue aussi loin dans le processus. Donc, je me sens un petit peu comme un cochon d'Inde, puis ça me fait plaisir. Suivez-moi, voyez l'évolution, comment peut-être le traitement est bon pour 10 ans, on ne le sait pas. Donc, ils me suivent à chaque année. Et puis, si j'ai besoin d'être administré à nouveau le médicament, ils vont le faire, mais uniquement si nécessaire. Donc, il n'y a pas de raison de le faire en ce moment. Quelle est la réaction de votre neurologue face aux résultats du traitement que vous avez eu? En fait, il est il trouve que c'est un traitement qui est très optimiste. Mais une chose qui me différencie peut-être des gens qui le reçoivent en ce moment, c'est que c'est un médicament qu'on appelle de deuxième ligne. C'est un médicament qui va être donné à des gens qui ont eu plusieurs traitements qui ont plus ou moins fonctionné en première ligne. Moi, je l'ai eu dès le début de ma maladie, ce qui fait en sorte que c'est pour ça qu'entre autres, je n'ai pas d'autres poussées et que c'est intéressant de suivre et de voir est-ce que c'est un médicament qu'on devrait peut-être ramener en première ligne au lieu de garder en deuxième ligne. Donc, tant mieux, évidemment, si la science, visiblement, dans votre cas, fonctionne. Quand on est quand même une jeune mère de famille, qu'on a un diagnostic de sclérose en plaques, il n'y a pas beaucoup de littérature médicale non plus sur la sclérose en plaques. Donc, il y a toujours une forme de truc qui nous pend au-dessus de la tête, qu'on ne peut pas vraiment enlever. Je ne sais pas comment vous vivez avec ça au quotidien. Est-ce que c'est toujours quelque chose à laquelle vous pensez qu'un jour, là, ça va bien, mais que oui, il y a toujours un risque qu'il y ait une poussée non prévue? J'y pense pas, pour être très honnête. C'est sûr que moi, au quotidien, j'ai un engourdissement depuis 2008. Puis, dans le fond, plus je suis fatiguée, la douleur monte dans mon bras. Fait que j'ai mon baromètre de douleur qui, lui, me dit « faut que je me repose ». Donc ça, je l'écoute. Puis pour le reste, pour ce qui est de la maladie, puis m'imaginer le pire, comme on faisait au début, là, quand on se fait annoncer cette maladie-là, j'y pense pas trop. J'essaie de vivre pleinement au jour le jour. Vous êtes quelqu'un qui, d'emblée, a une personnalité ou une attitude relativement positive, là. Oui, puis il faut, parce que pour les enfants, donc je m'implique à l'école, je travaille à temps plein, je m'implique dans les sports des enfants, j'ai fait du bénévolat, donc je vis. Puis je ne commencerai pas à penser à éventuellement ce que ça pourrait être. Quand on sera rendu avec une poussée qui
sera problématique ou qui me causera d'être moins active, je l'adresserai rendu là. Mais pour l'instant, je vis au quotidien, puis j'y pense pas continuellement. Bon. Vous l'avez dit en introduction, les gens ne le voient pas, puis vous n'en parlez pas beaucoup. Qu'est-ce qui fait que maintenant, vous acceptez justement d'en parler publiquement? Bien, en fait, c'est parce qu'on me l'a demandé. On me dit, est-ce que tu veux parler de ton expérience? Puis moi, je pense que c'est important parce que les gens qui ont la sclérose en plaques et qui songent à un traitement, moi, j'aurais aimé avoir quelqu'un comme ça qui me parle un petit peu de son expérience. Puis je suis consciente que l'expérience d'une personne et d'une autre va être différente, mais on aime entendre une personne qui le vit, puis et comment qu'elle vit et passe au travers, dans le fond, de son quotidien. Donc, je trouvais que c'était important pour les autres de le faire. C'est quand même 100 000 personnes au Canada, hein, je pense, Oui. la sclérose en plaques. Donc, quand même, ça touche beaucoup de monde, beaucoup de familles également. Exactement. Puis, il y a du positif, il y a des nouvelles médications. Ça vaut la peine de s'informer. Isabelle Tremblay, merci beaucoup. Puis, on vous souhaite la meilleure des chances. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. À chaque année, sur le territoire, il y a des collectes de feuilles de façon spécifique et il y a des journées qui sont dédiées pour des territoires de la MRC et du Richelieu. Donc, pour connaître la liste, vous allez sur compo.qc.ca. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire à l'écran. Ne manquez pas également le télébingo tous les dimanches matins, 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix. Carte pleine qui est à 2 000. Il y a 30 dépositaires dans la région pour acheter vos différents livrets. Et entre-temps, pour me joindre, vous le faites par courriel à Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. Prochain rendez-vous demain. Bye bye.